Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, j'aimerais vous partager un petit deal pour toi, auditrice et auditeur de Fille Expat. Tu vas le comprendre, Jessica a lancé un business qui est en rapport avec le voyage en Polynésie française, et spécialement pour les auditrices et auditeurs de Fille Expat. Si tu la contactes en lui disant le mot Fille Expat 10, que je te mettrai dans la description de cet épisode, elle te propose de te faire une offre de 10% sur la planification de ton voyage en Polynésie française. Donc surtout, n'hésite pas à aller la contacter si ça te fait rêver. Et à tout de suite pour en savoir plus sur Jessica et la Polynésie française. Salut à tous et ravie de vous retrouver dans cet épisode spécial Île française. Aujourd'hui, j'ai virtuellement en face de moi Jessica. Jessica, enchantée de pouvoir échanger avec toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Kelly, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici et de partager avec ta communauté de filles expatriées. Super, oui, en plus tu es la première dans cette saison, donc vraiment ravie. Aujourd'hui tu vas nous parler depuis Nantes, parce que tu te trouves en France actuellement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et nous dire quel âge tu as, etc. etc. Oui, donc du coup, moi j'ai 33 ans, je suis nantaise, j'ai fait des études dans le tourisme, donc un BTS et puis ensuite un bachelor qui m'ont permis donc de faire différents stages à l'étranger. C'est là où j'ai goûté au virus du voyage. J'ai pu notamment partir plusieurs mois en Indonésie, je me suis expatriée aussi en Espagne une année. J'ai navigué 5 années sur des navires de croisière. On partait faire des voyages d'expédition. Donc, j'ai pu découvrir l'Arctique, l'Antarctique ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'est des destinations un peu insolites. C'était quoi ton rôle sur son bateau ? J'ai évolué 3 fois de poste. J'ai intégré la compagnie en tant que réceptionniste et j'ai terminé à la... en gros, c'est un poste de Guest Relation Manager. Donc, je gérais toute l'équipe de réception et je m'occupais de faire passer que tout se passe bien pour les passagers. En fait, je gérais leur croisière de A à Z et c'était super intéressant. Et puis surtout, il y avait un gros mélange de nationalités, aussi bien pour l'équipage que pour les clients qu'on recevait. Donc, c'était très nourrissant et très enrichissant. Et du coup, t'étais toujours en solo ou t'avais pas un copain à l'époque ? C'était compliqué en fait de joindre, de garder quelqu'un en fait. J'ai quand même eu des aventures à bord, dont une qui était assez longue et parce qu'il naviguait également, donc on essayait d'avoir les mêmes contrats. Mais c'était pas toujours évident d'avoir les mêmes dates, les mêmes contrats, parce que souvent on partait 5 mois. 5 mois de contrat, 2-3 mois de vacances, 5 mois de contrat, et donc forcément il suffit qu'il y ait des décalages pour que tu n'embarques pas sur le même paquebot. Voilà, donc non, les relations intimes c'était pas le plus simple, mais bon, c'est pas grave. Que te dire de plus ? Moi je suis donc passionnée de voyage mais aussi d'entrepreneuriat, donc après 5 années de croisière, je crois que j'avais fait le tour et j'avais besoin de lancer ma propre activité. Et donc, j'ai décidé d'intégrer un incubateur à Nantes qui m'a permis de booster, de passer de l'idée à l'action en fait en 6 semaines. Et j'ai pu lancer un lieu de vie autour du voyage qui s'appelle La Belle Escale à Nantes. Et c'est à la fois un café-restaurant et un espace de coworking qui fait d'événementiel et on peut louer également des salles de réunion. Donc, en fait, j'ai mélangé en fait tout ce que j'aimais. Donc, un endroit où on peut aussi bien boire une bonne tasse de café ou rencontrer du monde, voir une expo photo, travailler, parler de projets de demain, se nourrir des uns et des autres. Et n'oublie pas de dire aussi quelque chose que tu m'as dit offline et que j'ai trouvé génial, c'est que chaque mois, tu essayes de faire découvrir un pays. Ouais, alors au début c'était chaque mois, c'était vraiment l'idée, puis c'est très chronophage quand même parce qu'à chaque fois on doit trouver des nouvelles expositions, on change le menu, la carte, donc on est passé sur le trimestre et ce trimestre-ci,
J'ai le droit de dire ou c'est encore du... Tu peux le dire. Ok, un teasing. Donc ce mois-ci, enfin tout l'été, pardon, de juin, juillet, août, on est sur le thème de la Polynésie française. Parce que c'est là où j'ai passé mes 6 derniers mois où je suis tombée amoureuse de la Polynésie. Et je pars donc m'expatrier officiellement en septembre. Super. Oui, donc du coup, tu as ouvert, est-ce que tu te souviens, j'imagine que tu t'en souviens très bien, quel mois et quelle année as-tu ouvert ton espace de vie? Ouais, j'ai ouvert en décembre 2018. Tu vois, j'ai été incubée alors c'était ultra rapide, je crois que c'était de mi-janvier à fin février 2018. Et 7 mois plus tard, j'avais trouvé le local, 2 mois de travaux, et puis après, on ouvrait le 15 décembre 2018. Donc ça a été top, ça a été express. Ouais, super rapide. Et puis du coup, donc malheureusement, effectivement, donc j'imagine qu'il a bien fonctionné au départ, mais ensuite on a été frappé par cette petite crise sanitaire. Et donc, 2 fois frappé par cette crise Ouais, sanitaire. 2, 3 fois. Je pense qu'on n'a pas encore fini. Non, c'est vrai qu'on a été coupé dans notre élan et c'est frustrant. Et à la fois, ça m'a permis, en tout cas, sur la deuxième période, de partir changer d'air. Pour ne rien cacher et pour être toute transparente, je crois que j'étais un peu limite en dépression parce que c'est difficile. C'est difficile quand tu mets beaucoup d'économies en jeu, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de cœur, en fait, de passion, et que tu te retrouves à fermer. Là, c'était quasiment 5 mois. 5 mois de fermeture d'affilée. Donc, c'est dur, c'est lourd. Et j'avais besoin de changer d'air. Je crois que le voyage me manquait finalement parce que ça faisait presque 3 ans que j'étais la tête dans le guidon. Et pour quelqu'un qui voyageait beaucoup comme je l'ai fait, ça me manquait terriblement. Et j'ai eu l'opportunité de partir en Polynésie, rejoindre un de mes associés qui est aussi qui est commandant sur des bateaux de croisière là où j'avais travaillé. Donc voilà, on avait gardé on a gardé ce lien très fort. Et lui était bloqué à quai à Papeete. Il m'a dit viens me voir, tu vas voir, à la Polynésie, c'est chouette. Et donc, j'ai pris un avion, je suis partie là-bas. Et en effet, je pensais pas que ça allait me combler autant. Parce que déjà, je pensais que... Enfin, je connaissais pas vraiment la Polynésie. Finalement, j'avais des a priori. Je pensais que c'était juste des îles, des lagons, la plage, que j'allais m'ennuyer assez vite. C'était des cocotiers, que c'était un peu la destination, tu vois, carte postale ou pour des lunes de miel, mais pas qu'on puisse... j'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire, moi, quand on parle de la Polynésie française, je vois ces vidéos de ces petites maisons en bois sur l'eau absolument magnifiques, et c'est toujours ce que je me suis dit, ça a l'air d'être le genre d'endroit où tu vas faire une lune de miel, et encore quelques jours, parce qu'à mon avis, tu peux vite t'ennuyer. Mais donc, du coup, comment on y arrive déjà en Polynésie française? Tu vas à Paris prendre un avion, j'imagine, mais... Exactement. Tu peux prendre l'avion, tu peux prendre le bateau, c'est un peu plus long. Il y a beaucoup d'heures de vol. On est sur un 21h, 22h de vol, entrecoupé d'une escale. La plupart du temps, ça va être Los Angeles. Mais sinon, tu as une escale à Vancouver qui est possible. En tout cas, c'est ce qui a été possible pour moi puisque les frontières étaient fermées aux États-Unis pour partir. Donc un vol qui est long, mais qui vaut le coup. Mm-hmm. Et puis tu arrives et tu as des traditions en Polynésie, ça c'est génial aussi. Tu arrives, on te donne un collier de fleurs qui sent bon. Les colliers de fleurs fraîches, tu vois, qui sentent vraiment le mono, le tiare. Tu sais, c'est le... Tiens, après tes 20 heures de vol où tu dois sentir la transpiration, voilà un beau collier qui va arrêter tout ça. Je me suis jamais posé la question, mais... voilà, le petit cadeau qui fait trop plaisir, c'est Yaurana, tu vois, Yaurana c'est le bonjour, avec le petit accent, je ne sais pas faire, mais on te donne ça, le collier de fleurs, et t'es transporté. Et puis, directement, t'es ailleurs, quoi. Tu vois que c'est la France sans être la France, en fait, parce que tout est différent. Mm-hmm. On en discutera après, je pense, mais c'est vrai que... voilà. Et pour finir sur la tradition, quand tu quittes la Polynésie, on te donne un collier de coquillages. Ça porte bonheur. Oh waouh. Donc ça, c'est... Mais du coup, est-ce qu'ils... Enfin, les coquillages, ça va, ça détruit pas trop la nature? S'ils doivent faire plein de colliers quand même. Ils en ont beaucoup. Ah d'accord, ok. Après, il y a aussi des fake coquillages. Hein. On peut te donner un collier en plastique ou avec d'autres matériaux, mais c'est vrai que c'est abondant, hein, les coquillages en Polynésie sur les atolls. En tout cas, c'est super mignon qu'il fasse ça. Et donc, du coup, toi qui étais partie... Parce que, alors, attends, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. D'ailleurs, tu as parlé de mon associé. C'est ton associé avec l'histoire qui va arriver par la suite? Non, c'est mon associé actuel. Ok.
sur mon projet ma création d'entreprise La Belle Escale. Ok, d'accord. Donc vous étiez déjà assez proches. Ouais, tout à fait. On est associés, on est 3 associés au total sur cette structure, mais je suis la seule gérante. Les associés sont plutôt investisseurs. Ah, super. Et donc, du coup, là, tu pars pour ce qui était 2 semaines, si je ne me trompe pas. Je partais pour un petit mois. Je partais pour un mois, voilà. Passer Noël là-bas, le Nouvel An, histoire de changer d'air. Et puis, notre cher Premier ministre Jean Castex annonce que la réouverture des cafés-restaurants est décalée à une date ultérieure. Donc, tout comme les restaurants, je décale mon billet. Je décale mon billet d'avion pour mi-février, puis j'attends les autres annonces. Et puis, finalement, on nous dit qu'on n'ouvrira pas avant fin mars. Puis fin mai, donc j'ai décalé plusieurs fois mon vol. Et entre-temps, j'ai réussi à me faire... j'ai été sélectionnée dans un incubateur de projet à Tahiti parce que j'avais une idée derrière la tête qui était à l'origine, j'étais incubée pour faire de la location de vannes aménagées sur Tahiti et ses îles, puisqu'il n'y a pas de vannes, il n'y avait rien, alors que les endroits sont magiques, magnifiques. Et bref, donc je me voilà embarquée dans une aventure entrepreneuriale de 3 mois avec... on était 15, dans 2 popas, donc 2, je sais pas comment on peut appeler ça, 2 blancs, on va dire, on nous appelle les popas, et 13 Polynésiens. Et donc voilà pour un nouveau chapitre de ma vie entrepreneuriale. Super, parce que du coup, tu me disais que la Polynésie française, c'est 17 îles. 117 îles, pardon. 117 et 5 archipels. Donc, il y a l'archipel de la Société. C'est là où il y a toutes les îles principales. Tahiti, Moorea, Bora Bora, celles que tu dois connaître sur les photos ou entendu. Il y a l'archipel des Australes, qui est très peu visité, enfin de plus en plus visité pour ses formations rocheuses, mais c'est quand même c'est très loin en fait. Si tu veux, à l'échelle d'ailleurs d'une carte, les 5 archipels représentent l'étendue de l'Europe. Ah oui. Donc c'est très très loin, tu peux pas aller non plus d'île en île aussi facilement. Il y a l'archipel des Tuamotu. Alors ça c'est des petits bouts d'atoll entourés de l'eau translucide entourée de bancs de sable blanc. Donc on est sur quelque chose qui est très plat, alors que les îles de la Société, on va être sur quelque chose de très montagneux. On va avoir des sommets, des montagnes, on va avoir un contraste en fait entre des plages de sable blanc et des plages de sable noir. Donc on est sur des formations géographiques qui sont complètement différentes. Il y a l'archipel des Gambiers, très connus pour leurs eaux translucides et leurs petites perles qui sont beaucoup plus colorées que les perles noires, parce que Tahiti c'est très connu pour les fermes perlières. Et il y a le fameux archipel des Marquises, que tu dois peut-être un peu plus connaître grâce à Jacques Brel et à Paul Gauguin. Donc, Paul Gauguin, le peintre qui justement dessinait des femmes, des marquises. Et on est sur quelque chose de très très montagneux avec des sables exclusivement des plages exclusivement de sable noir. Très diversifié du coup. Ouais. Quand tu étais là-haut, est-ce que là-bas les bars et tout ça étaient ouverts? Est-ce qu'eux ils vivaient leur vie normalement du coup par rapport à Covid? Ouais, la vie était libre entre guillemets. Il y avait juste le masque à mettre à l'intérieur, notamment quand tu allais faire tes courses, supermarché. Mais en extérieur, on pouvait le retirer. Et puis on a donc les bars de nuit, les discothèques étaient fermées, mais en revanche tous les restaurants, cafés étaient ouverts. Ok, super. Ce qui était quand même ultra agréable. Et donc du coup, on s'ennuie pas vraiment parce que toi, tu as su voir des opportunités de business assez rapidement. Mais ouais, j'avoue, j'ai été très opportuniste pour le coup, puisque j'ai vu en tout cas moi ce qui me manquait en tant que touriste. J'aurais bien aimé par exemple vadrouiller avec mon logement, ma voiture et mon logement en fait sur le dos, et il n'y avait pas ce mode de tourisme là, donc du coup je me suis dit pourquoi, et j'ai été chercher à comprendre pourquoi et pourquoi pas le créer. Et puis finalement, en intégrant un incubateur, c'est une des meilleures façons de connaître l'île, ses habitants, la culture, parce que j'étais au contact de Polynésiens, et ce qui est beaucoup plus difficile quand tu viens juste visiter un pays. T'es pas dans le vrai, mais c'est que tu ne vis pas la vie normale entre guillemets d'un local. Donc là moi
Je faisais comme si j'avais un travail. Je faisais mes rencontres et je découvrais différemment la Polynésie et j'en suis tombée doublement amoureuse du coup. Et donc du coup, comme on était sur la partie géographique des îles, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, tu y étais seulement quelques mois, mais quelles sont en moyenne les températures annuelles là-haut? Et ben moi j'ai connu les deux saisons. Donc il y a une saison. Enfin, la température annuelle, elle est linéaire. On est autour de entre 25 et 30 degrés. 35, ça peut monter aussi jusqu'à 35. C'est lourd en fait, c'est humide. Et tu as une saison plus sèche quand même, qui va être d'avril à octobre. Et tu as une saison dite de pluie, comme j'imagine en Guadeloupe, qui est donc de novembre à fin mars. Voilà. Et d'ailleurs, quand il parle de saison des pluies, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que, étant originaire de la Moselle, où il pleut beaucoup, et quand il pleut, c'est non-stop pendant 3 jours et il fait gris. Ici, on va dire que la saison des pluies, ça n'a rien à voir. Oui, il va peut-être pleuvoir 1 heure et encore 10 minutes, mais on voit quand même le soleil quasiment au quotidien, quoi. C'est ça. Moi, moi, je m'étais dit, la saison des pluies, ça va être 6 mois non-stop de pluie. Enfin, je m'étais fait un film, Pareil. Alors que pas du tout. En fait, ça arrive une fois tous les 15 jours où tu as une journée de pluie, une bonne journée de pluie. Et sinon, ouais, c'est pas rare. C'est des averses. Mais en fait, dans la même journée, tu peux aller te baigner, tu peux aller faire une rando. C'est ça. C'est ça. Et puis, de toute façon, quand il pleut, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai une petite douche gratuite. Ça rince. Et puis, c'est de l'eau chaude, ouais. Exactement. T'as jamais froid, de toute façon. Et donc, pour en revenir aussi un peu vraiment au fonctionnement de l'île, parce que je sais que moi, il y a pas mal de choses qui m'ont surprise ici. J'avais fait un peu quelques recherches. Mais pas aussi intense parce qu'il y a des questions qu'on se pose pas en fait si on vient de métropole ou d'ailleurs. Et donc du coup une des questions que j'avais listées, c'est par exemple, alors on va commencer, est-ce qu'il y a des jours fériés là-haut qu'on n'a pas en métropole? Je crois qu'ils en ont 2-3 de plus que nous. Ils restent quand même sur les jours fériés de la métropole, plus ils ont ajouté leur propre jour. Ouais. C'est ça, c'est cool ça. Ouais. Ils en ont 2-3 jours de plus. Ouais. C'est Mais ça. sinon, ils ont bien tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est férié chez eux aussi. Ouais, donc moi c'est pareil ici, il y avait des jours, je disais, ah tiens, demain c'est férié, mais pourquoi? Je ne comprends pas. J'espère que tu n'as pas eu le besoin d'aller consulter un médecin, mais comment ça se passe si tu dois aller consulter? Est-ce que c'est assez facile? Eh ben si, j'ai été consulter un médecin. En plus, je ne buvais pas assez d'eau. Et en fait, avec l'humidité, je me déshydratais beaucoup. Et en fait, j'ai été infectée du rein, tu vois. Donc, j'ai été directement au CHU. Et alors, c'était tout un périple. Alors, je pense que c'est à cause du contexte sanitaire aussi, parce que, en fait, il me disait, ah non, mais si t'as mal à la tête et si t'as de la fièvre, t'as le Covid. Je dis, mais non, je pense pas que ce soit le Covid. Et en fait, donc, c'était plus un protocole où ils m'ont pas pris en charge tout de suite, parce qu'ils pensaient vraiment que j'avais le Covid, donc ils m'ont mis dans une cellule spéciale. Alors qu'en fait, je pouvais juste pas me tenir. Enfin, voilà. En fait, ils m'ont fait faire un test et ensuite, ils ont pris en charge mon rein. Mais en soi, c'est comme les urgences classiques comme en France. Tu as un CHU et tu te déplaces là-bas. D'accord, oui. Puis en plus, on a la carte vitale. Et puis, je sais pas si Doctolib marche là-haut, mais... Non, il n'y a pas l'application. Au niveau des applications, tout ce qui est digital, ils sont quand même en retard. Je sais pas si c'est le mot, mais ils sont pas en avance en tout cas. Oui, c'est ça. Bon, des fois, c'est pas une mauvaise chose, mais bon. Non, c'est sûr. Ouais. Et donc, je vais rentrer un peu dans les questions que j'ai préparées, que j'avais vraiment envie d'adresser dans cette saison spéciale île française. Mais est-ce que tu as déjà essayé de demander à quelqu'un de t'envoyer du courrier de métropole? Oui. Alors, j'ai eu une bonne et une très mauvaise expérience. Du coup, j'ai reçu une lettre recommandée parce que j'avais un PV d'AG à signer justement pour ma société. Et ça a dû mettre 10 jours. Donc ça va. J'ai fait une demande de colis. Et ma mère m'a envoyé un colis, mais qui n'est toujours pas arrivé. Hein. Elle me l'a envoyé en mars, tu vois. On est en juillet et je l'ai toujours pas reçu. Parce que ça, c'est aussi... c'est très... je sais pas si c'est comme ça aussi en Guadeloupe, mais on n'a pas de courrier. Enfin, il n'y a pas de boîte aux lettres, en fait. En Polynésie, c'est des boîtes postales. Donc, tu vas récupérer ton courrier à la poste, en fait. Et tu as un numéro avec une clé. Et tu n'as pas ton courrier devant chez toi. Ok. Nous, ici, il y a des boîtes aux lettres. Après, j'avoue que j'aime pas critiquer ou juger, mais c'est vrai qu'ici, ils le disent, tu sais jamais quand est-ce que le facteur va vouloir te le ramener. C'est eux qui le disent, pas moi, mais je dois avouer que c'est vrai. Moi, j'ai reçu une carte d'anniversaire qu'on m'a envoyée en recommandé. Je crois que je l'ai reçue 2 ou 3 semaines après mon anniversaire. Et j'avais reçu... j'avais gagné un livre qu'on m'a envoyé et il a mis presque 2 mois avant d'arriver chez moi. Donc pour tous ceux qui envisagent d'aller s'installer sur une île, c'est
Très rapide. Les Mais mails, c'est bien. ouais, les Non, emails, c'est très bien. pour les colis, c'est plus compliqué. C'est vrai que moi, je sais pas si je vais le recevoir un jour ou s'il est vraiment perdu dans la nature, tu vois. Ouais, donc bon, bah, tu le sauras pour l'avenir, on évite les colis. En ce qui concerne l'administration française du type la CAF, Pôle emploi, je ne sais pas si tu as dû dealer avec eux, mais en termes d'horaire d'ouverture, est-ce que c'est similaire à la métropole ou pas? Pas du tout. On est sur des horaires très matinaux. Tu vois, ça Oui. ouvre vers 7h et à 15h30, c'est terminé, quoi. Oui, voilà. Donc d'ailleurs, puisque tu parles des horaires matinaux, est-ce que la vie là-haut commence aussi super tôt? Oui, bah oui. En fait, les gens se lèvent très tôt, on va dire autour de 4h30, 5h du matin. Déjà, les enfants vont à l'école à 7h. Donc déjà, ça fait que bah, forcément toute la famille se lève plus tôt. On se lève en fait en fonction du soleil. Le C'est ça. soleil se lève tôt, vers 5h30, et se couche autour de 18h. Donc bah, la vie est rythmée autour de ça, en fait, du coucher et lever de soleil. Donc forcément, les administrations ferment à 15h30 et la plupart des cafés, commerces ferment à 17h. Donc ça veut dire que, en général, des fois, tu peux te retrouver à 18h, il n'y a plus rien ouvert dans les rues. C'est hyper perturbant, alors qu'en métropole, ça grouille à 18h, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce que c'est toute l'année comme ça ou c'est en fonction des saisons? Ah non, c'est toute l'année. Ouais, Ouais, ok. ouais. Donc oui, c'est similaire à la Guadeloupe. Donc c'est vrai que... Enfin, je sais que là, j'ai mes parents qui sont venus visiter il y a pas très longtemps et ils me disaient d'un côté, nous, ça nous fait bizarre, ça me manque un peu qu'ils fassent pas nuit à 21h30 et moi, je leur disais, mais en fait, on prend l'habitude et moi, comme je suis très matinale et j'ai le plein d'énergie le matin, en fait, moi, ça m'arrange que les journées se terminent tôt parce que moi, c'est là où j'ai pas d'énergie. Donc, Mais en plus, je trouve que ça te permet de te rythmer, parce que en métropole, comme il y a les 4 saisons, bah forcément l'été, des fois jusqu'à 23h, il fait toujours pas nuit, donc c'est ça. ça te perturbe aussi dans ton décalage de rythme, alors que là, bon bah c'est fixe, c'est toute l'année pareil, tu vois. J'aime bien. Moi aussi, ça me plaît bien de me lever tôt. Pourtant, j'étais pas, enfin, je croyais ne pas être matinale, et finalement, je me réveillais à 5h hyper facilement en Polynésie, et c'est trop chouette. Tu commences ta journée en faisant ouais, ton sport, en regardant un lever de soleil, enfin, je sais pas, c'est différent. Ouais, moi j'adore ça. Et en termes d'abonnement téléphonique, téléphone portable, etc., est-ce qu'ils ont aussi Free et Orange ou comment ça se passe? Alors pas du tout, on est sur Vini et Vodafone, et on est sur voilà, on est sur un système à l'ancienne, c'est-à-dire que tu peux acheter hyper facilement une carte SIM, mais après tu recharges. Tu sais, c'est la carte où tu grattes le numéro Ah derrière. oui! Ouais, et en fait, ça te coûte un bras, et genre, t'as le droit à 10 SMS ou 50, enfin, ou 100 gigas, enfin, pas du 100 gigas, c'est beaucoup trop, 100 MO, enfin, tout est compté, en fait. C'est pas du tout des forfaits illimités, SMS, Oh MMS, waouh! Internet. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut être sur un abonnement donc, mensuel, chose que je n'avais pas encore fait, mais on est quand même sur des tarifs excessifs si tu veux avoir facilement Internet. Les SMS et MMS restent comptés. Tu peux nous donner une idée du prix quand tu parles d'un abonnement excessif, ouais. Ouais, les premiers prix vont autour de 50 €. D'accord, ok. Alors qu'ici, tu peux avoir un forfait Soch ou je ne sais quoi à 10 € par mois. Donc, Mhm. C'est clair, donc quelque chose à prendre en sur du compte. ouais, 5 fois plus cher. Ok. Et puisqu'on est sur le téléphone, comment ça se passe au niveau internet? Moi, en tout cas, j'avais quasiment pas Internet en dehors de la maison. Parce que justement, ça me prenait toutes mes datas sinon. Mhm. Donc après, tu trouves le Wi-Fi assez facilement dans les commerces ou enfin cafés, restaurants. Ok. Et puis la box de la maison, tu peux la prendre. Par contre, il n'y a pas la fibre, enfin pas partout, enfin, quasiment pas partout. Toi qui es dans l'entrepreneuriat, t'avais pas trop de difficultés à trouver une bonne connexion Wi-Fi? La connexion était bonne, en revanche, bah, tout est calculé en fait. Donc toutes tes datas, elles partaient hyper vite. Donc forcément, dès que Ah, tu veux te faire un film Netflix dans une journée, tu vas écouter Spotify et que tu communiques avec la métropole, bah, tu peux être sûr qu'en une semaine, tu n'as plus de data. Donc en fait, bah, tu recharges en permanence. Et donc ton forfait téléphone, enfin, le forfait internet, téléphone, pour moi, c'était un gros budget. parce que tu veux dire que même internet chez toi, c'est compté. Oui, c'est compté, tout est compté. Il n'y a rien d'illimité. Waouh! Enfin, ou l'illimité coûte à certains prix, en tout cas, et qui n'était pas accessible pour moi. Ok, donc un budget à considérer du coup, parce que c'est vrai que quand on est habitué à pouvoir regarder Netflix ou des choses comme ça en illimité et qu'on se retrouve à devoir payer, et ben on se rend compte que finalement ça peut coûter cher. Non, mais même tout, bah, j'en revenais à compter mes SMS. Je disais, mais c'est fou, en fait, tout est. En fait, tu réfléchis différemment parce que tu sais que ouais, tu vas pas. Tu consommes plus de la même manière, en fait.
C'est fou ça quand même. En termes de... Donc là on part sur un autre sujet, mais l'eau. Est-ce que l'eau est un problème pour boire de l'eau du robinet? Est-ce qu'il y a des coupures, des choses comme ça? Alors moi, je pense que vu que j'étais dans l'une des îles principales, j'avais pas trop ce souci-là. L'eau était accessible, l'eau était potable. Il y a même beaucoup de fontaines en extérieur pour que tu puisses ramener tes propres bouteilles et remplir tes bouteilles. Enfin, pour toute la population qui n'aurait pas accès à l'eau, par exemple, il y a vraiment des fontaines tous les kilomètres. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. Mais j'imagine que sur les 5 archipels, il y a des endroits où ils n'ont pas du tout l'accès à l'eau potable. D'accord, ok. Ouais, c'est pas... C'est un bien qu'on a acquis et on se rend pas compte que des fois sur les îles, ça peut être un gros problème. Donc tu n'as pas d'enfants, mais est-ce que tu as entendu parler des écoles? Est-ce que les écoles ont atteint un bon niveau scolaire? Alors, les écoles primaires, collèges et jusqu'au bac, en fait, oui, il y a un très bon niveau. La plupart, de toute façon, enfin, la plupart des professeurs du corps corps professoral, je sais pas comment dire, ouais, de l'enseignement, c'est beaucoup c'est d'ailleurs beaucoup de Français, hein, c'est des gens de métropole qui viennent pour des contrats de 2 ans, 4 ans. Non, je crois que les écoles ont un très bon niveau. En revanche, pour les études supérieures, il y a très peu de choix. La plupart du post-bac, en fait, sont obligés de faire leurs études ailleurs. Beaucoup vont en métropole, d'ailleurs, ou partent aux États-Unis, en Amérique, en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de familles qui emmènent leurs enfants, en fait, à l'étranger. La petite différence aussi par rapport à un cursus en métropole, c'est que comme on a beaucoup d'îles, on a des parents qui doivent se séparer, entre guillemets, de leurs enfants pendant très jeunes, hein, dès 12 ans, 13 ans, pour les mettre en pensionnat. Et ils reviennent que pour les vacances. Parce que les écoles sont dans les îles principales. Ah oui, quand même. Forcément, ouais. Donc ça, c'est ce qui fait que les Polynésiens sont quand même assez autonomes. Ils ont dû apprendre à partir très, très tôt, quitter le foyer, tu vois. Ce qui n'est certainement pas une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Et si on prend le contexte hors Covid, est-ce qu'il y a beaucoup de vols en provenance, enfin, à direction d'autres destinations sur l'île principale? Est-ce que c'est facile de voyager? Tu peux voyager assez facilement pour les liaisons internationales, ce qui est autour. Donc, Los Angeles, San Francisco, beaucoup de départs aux États-Unis, beaucoup de départs en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le Japon, l'Australie et la France. Ah, génial. Et Hawaï, tu vois. Donc, en fait, c'est chouette parce que bon. Alors, c'est sûr, ça fait du 7-8 heures de vol quand tu veux partir aux États-Unis ou à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande. Mais c'est quand même génial de se dire, je vais où? Tu vois, les destinations du Pacifique, elles sont vraiment incroyables. Ah oui, elles sont incroyables. J'imagine qu'ils ont un certain coût, mais c'est vrai que du coup, elles sont quand même folles, quoi. Ça reste accessible, quand même. Ça reste très, très accessible. Ok. En fait, ça coûte moins cher, limite, de faire un aller-retour à Los Angeles que de partir visiter un autre archipel de Polynésie, ce qui est assez fou. Ouais, c'est clair. En termes alimentaires, il y a beaucoup de food trucks. Donc du coup c'est super sympa parce que tu es sur la route, tu as un petit creux, tu peux aller acheter un petit bokit à 2 ou 3 euros. Est-ce qu'il y a ça aussi là-haut? Ouais, nous ils s'appellent pas ça les food trucks, mais c'est la même chose. Ils s'appellent les roulottes. D'accord, ok. Donc et il y en a partout. D'ailleurs, la plupart des restos sont des roulottes. Donc ça c'est quand même trop chouette. Et pour tout. Tu peux avoir la roulotte spécialisée pour le poulet, une roulotte spécialisée de poisson, de frites, de chow mein, parce qu'il y a beaucoup d'influences asiatiques dans la nourriture. Donc on a beaucoup de plats asiatiques. Ouais, c'est trop chouette. Enfin, les roulottes, il y en a partout. J'avais ouvert aux mêmes horaires. Enfin, c'est à la cool, tu vois. J'ai envie de dire, il y avait justement une petite mama qui fait le meilleur bokit ici et j'ai essayé d'emmener des amis plusieurs fois et à chaque fois qu'on y allait, c'était fermé et en fait, ouais, tu sais pas trop, il n'y a pas forcément des horaires. En plus, là, c'est vrai qu'avec le contexte, c'est encore différent. Mais c'est vrai que c'est super pratique quand t'as pas envie de faire à manger et que t'as un petit creux. Tu peux faire un petit stop rapide et puis du coup, on vit dehors, quoi. Donc ça, c'est quand même... C'est quand même une nouvelle vie. En termes de magasins, est-ce qu'il y a Leclerc, Carrefour, des choses comme ça? Alors Leclerc, non. En gros, il y a des magasins de franchise. Donc tu peux trouver des Carrefour, tu peux trouver des Super U. Et sinon, c'est des petits magasins. Je ne pourrais même pas te qualifier ça par rapport à la métropole. C'est des épiceries un peu fourre-tout, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, ce genre d'épicerie là où tu trouves de tout, improbable. Alors nous on appelle ça, je crois, des buis-buis ou des lolos. Ça doit être un peu des boui-boui, ouais. C'est ça. Sauf qu'il y a un débat parce qu'on n'arrêtait pas de dire boui-bui et un jour quelqu'un m'a dit tu peux pas dire boui-bui parce qu'un boui-bui c'est un truc à...
PUTE. Mais par contre, Ah, d'accord. ouais, alors je sais pas si c'est vrai, il y en a qui disent mais non, c'est un blueberry. Donc je sais pas, maintenant je dis Lolo, comme ça il y a pas de confusion. Un Lolo, par contre, jamais entendu cette expression. Ouais, ça se trouve on m'a dit ça, mais c'est n'importe quoi, et à chaque fois on doit rigoler quand je dis ça, mais c'est pas grave. Avant que je te pose les dernières questions, est-ce que tu aurais par exemple un plat local que tu as adoré et que tu aimerais partager? Ouais, bah carrément. Là-bas, ils font beaucoup de poissons, forcément. Et le plat, un des plats typiques, c'est le poisson cru au lait de coco. Donc en fait, en général, c'est du thon rouge ou du thon blanc qui est mariné dans du lait de coco avec du citron vert et accompagné de riz, de crudités, donc concombre, tomate, carotte. Et ça, c'est juste à tomber par terre. Et c'est pas le lait de coco qu'on achète en industriel, ils le râpent. Et râper, enfin voir râper la coco et tout, ça n'a rien à voir, le goût est excellent. Et c'est juste, ouais, c'est top, c'est vraiment bon, c'est désaltérant et c'est trop, ouais, c'est mon plat favori. D'ailleurs, je l'ai mis à la carte de mon restaurant là, parce que j'adore ça. Ah ouais, et puis c'est super sain en plus. Ouais, et c'est très sain, tout à fait. Ah, puisqu'on est sur le thème de la bouffe, qui est mon thème, un de mes thèmes préférés, il y a une chose que j'adore manger et que je me rendais pas compte que ça allait être compliqué à trouver ici. Enfin, deux choses d'ailleurs. J'adore, c'est les champignons et les brocolis. Ah Et ouais, si je veux en acheter ici, eh ben, il faut qu'ils soient surgelés. ce sera la même pour nous. Ouais, du coup, c'est vrai Ouais. que j'avais pas pensé qu'il allait avoir des aliments que j'avais l'habitude d'acheter au quotidien. Bon, en plus, moi, en étant au Canada et aux États-Unis, c'est vrai que du coup, vive la société de consommation, donc c'était facile de trouver tout ce que je voulais. Ou même, par exemple, les blueberries, je sais même plus comment ça s'appelle en français, mais c'était quelque chose que je mangeais tous les jours au petit déjeuner, et ici, c'est impossible, quoi. Mais il y a plein de... C'est clair qu'il y a plein de denrées alimentaires que tu trouves pas aisément. Tu vois, il y a des choses, des fois, il faut... C'est véridique, il faut 3 ou 4 magasins avant de le trouver. Mais le, comment dire, le fait que tout soit livré par conteneur, par bateau ou avion, ça rend les choses plus compliquées. Le problème, entre guillemets, de la Polynésie, en tout cas en temps de Covid, c'était que 75% des aliments sont importés. Donc forcément, c'est un pays enfin une île qui est dépendante de l'extérieur. Ils sont en train de transformer justement leur richesse locale, leur agriculture, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas dépendre autant de la métropole ou d'autres pays. Il faut vraiment qu'ils recentrent leur production, sachant qu'on ne peut pas mourir de faim en Polynésie. Il y a des arbres fruitiers partout. Il y a vraiment, tu lèves la tête, il y a des bananiers, il y a des papayers, il y a des mangues, il y a des cocos. Enfin, il y a vraiment énormément au niveau de l'agriculture. Et c'est vrai que des fois, tu te retrouves à devoir acheter des tomates de France, alors qu'ils ont tout à fait la capacité d'avoir leurs propres tomates en local. Donc, des choses qui sont un peu bizarres au niveau de l'alimentation. Et puis, en général, les prix sont 30% supérieurs à ceux de la métropole. Sauf pour l'alcool, enfin le vin. Le vin, moi, je suis une grande amatrice de vin rouge et de fromage. Ça, c'est compliqué. Hein, parce que le vin, la moindre bouteille que tu achètes pas trop cher en métropole, elle est au x5 ou x6 sur la même bouteille, hein, exactement la même d'ailleurs. La même que j'ai ici dans mon restaurant, je l'achète beaucoup plus cher à Tahiti. Ouais. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Eh ben écoute, tu sauras qu'il faudra que tu te prennes une valise de bouteilles de vin rouge avec toi quand tu y retournes. Ouais, si je me fais pas attraper par les douanes. Non, mais je crois que tu as le droit, hein, parce que ici on nous a dit, par exemple, pour ceux qui veulent ramener du rhum en France, ils ont le droit de ramener 10 litres de rhum. Ouais, faut que je me renseigne, mais je crois que nous, c'est limité à 2 bouteilles. Ah, c'est 2 bouteilles, c'est comme du coup dans les pays étrangers alors. Ah, dommage. Ouais, et puis tu peux même pas t'envoyer un colis parce que tu restes jamais. Il n'arrivera jamais. C'est ça. Mais c'est pas grave, je boirai pas. Oui, mais bon, du bon vin de temps en temps. De toute façon, à la fin de l'épisode, on va faire une petite série questions spéciale prix, parce que justement, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte avant d'envisager de venir s'installer sur une île. Une chose que j'aimerais te poser également, c'est que c'est sûr que vivre sur une île, ça fait rêver, il y a énormément d'avantages sur le mental, mais est-ce que tu pourrais nous dire deux choses? La première, qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout, mais aussi ce que tu peut-être détestes? Alors, ce que j'adore, déjà, c'est les paysages. Il n'y a pas un jour où je me disais pas, waouh, la chance que j'ai d'être ici.
c'est verdoyant, luxuriant, c'est des 50 nuances de bleu, il y a du vert, du bleu à profusion, des contrastes, des montagnes. Enfin, les paysages sont fous, les couchers et les levées de soleil sont dingues. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1, quoi, l'environnement extérieur. Ensuite, il y a les gens. Les Polynésiens, en fait, sont mais gentils. Vraiment, c'est pas un mythe, quoi. Ils sont adorables. C'est des gens gentils qui te permettent aussi de ralentir. Tu vois, quand tu arrives de métropole, tu es toujours speed, tu parles dans tous les sens, tu es impatient de tout. Eux, ils arrivent, en fait, à te faire redescendre, en fait. Rien que la façon de parler, de s'exprimer, c'est cool. C'est cool, il faut prendre son temps et ça m'a fait... Ouais, ça, j'adore ça en fait. Ils sont vraiment gentils, accueillants, bienveillants. Ouais, je suis tombée en panne une fois par exemple. Le gars, il est carrément parti rouler sous la voiture, il était tout sale pour m'enlever la roue. En métropole, je suis sûre, j'arrête le mec et je lui dis hey, tu peux me changer ma roue? Il dit tu te débrouilles quoi. Non, le gars, il a trouvé une solution tout de suite. Des gens géniaux. Et puis tout le monde se tutoie. Ça, c'est trop cool aussi. Ah oui, c'est vrai. Le fait que, ici aussi, c'est pareil. Tutoie, même ton banquier te tutoie. Donc ça, c'est quand même... Ça enlève les barrières, en fait. Ça, c'est chouette. La nourriture, trop chouette. La nourriture, ça me plaît beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est fruits tropicaux. Donc forcément, je suis aux anges. Et puis la culture. La culture, elle est hyper riche en Polynésie. Tu as une grosse influence maori. L'invention du tatouage, ils ont des traditions qui sont fortes. Donc, tout ça fait que l'île a ce côté mystérieux, ce côté enrichissant. Ouais, c'est tout ça qui fait que la Polynésie envoûte les gens, je pense. Mais ça te fait pas un peu peur d'être aussi loin quand même? Parce que même si ça semble très, très appréciable d'être aussi loin de la métropole, justement, parce que quand même, si tu veux rentrer à Paris, une 20aine d'heures de vol, c'est quand même long. Oui, je pense que c'est le seul frein, entre guillemets. En effet, tu rentres pas comme ça. Si demain, malheureusement, il y a un problème ou dans mon business ou familial, tu sais que tu es au bout du monde. Donc forcément, il y a les inconvénients qui vont avec. Mais je crois que voilà, j'ai pesé le pour et le contre dans ma balance et il y a tellement de pour que je fais ce choix-là en conscience. Je te comprends. Et bon, est-ce qu'il y a au moins une chose que tu détestes? Oui, il y en a quand même. Il y en a? Ok. Je déteste. En fait, j'ai vécu quasiment 6 mois dans un endroit où il y avait des coqs. Parce qu'il y a beaucoup de coqs en Polynésie. Il faut savoir qu'il y a encore des combats de coqs d'ailleurs. Et en fait, j'étais logée en campagne et mon propriétaire faisait de l'élevage de coqs. Et en fait, les coqs se mettent à brailler de 3h à 7h du matin, non-stop. Après, ils dorment un peu et puis ils se remettent à brailler l'après-midi. Et tu vois, en plus, quand tu dois faire tes appels téléphoniques avec la France, tu as toujours des coqs derrière. Je ne suis pas crédible en fait. Donc, ouais, dans les coqs, j'en suis. Au début, c'était cool, c'est trop marrant, c'est des paysans. Ouais, sauf qu'en fait, pas du tout, quoi. Tu ne peux plus les encadrer, les coqs. Donc, ouais, non, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, je suis encore dans l'étape où je les adore, tu vois. Ah ouais, non. Parce qu'en plus, ils me font rigoler quand ils se font un... T'as l'impression qu'ils font une compétition de qui va crier le plus fort et ils se parlent, mais ils sont super loin et t'en as un qui crie, t'en as un autre qui répond, l'autre qui répond, ça s'arrête plus. Mais c'est ça, je sais pas, il y a un espèce de concours de qui va gueuler le plus et c'est pas possible en fait. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de te poser une question qui est très importante pour moi et qui va l'être certainement aussi pour ceux qui nous écoutent. En termes d'insectes, ah oui, il y a des insectes que j'avais jamais vus ailleurs en fait. Ils ont des nonos. Alors c'est pire que les moustiques en fait. Et je sais pas pourquoi. Et les nonos sortent vers 17h, 19h à la pile quand tu es en mode coucher de soleil. Et ça, il y a rien pour éradiquer en fait. Tu n'as pas de lotion anti-nono. C'est juste qu'il faut être habillé, quoi, manche longue, si tu veux pas te faire manger par les nonos. Et ça, c'est des petites bêtes. Je sais pas, ça fait c'est tout petit. Tout petit, tu les vois à peine en fait, et ça s'appelle des nonos. Mais du coup, ouais, si tu mets des longues manches et des pantalons, ils passent pas à travers? Voilà, non, c'est ça. C'est si t'es bras nus et jambes nues, en effet. Donc ça, t'as ça. Et t'as les 100 pieds, donc ça ressemble à des 1000 pattes, on va dire, sauf que ça fait très, 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 très mal. Ouais. Tu peux mettre des jours à t'en remettre. Ah oui. Si tu te fais piquer par un 100 pieds. Ils sont quelle couleur? Ils te piquent pas, en fait, ils te mordent.
c'est encore plus vicieux. Ok, ouais, on a la même chose ici et j'en ai tué un hier d'ailleurs dans ma chambre. Ah, super. Ouais, mais ici c'est des scolopendres, D'accord. on appelle Non, ça. Et mais pareil, ils te mordent et ils peuvent te paralyser une partie de ton corps en fait, là où ils t'ont mordu. Et des araignées? très peu. Très peu. Non, Ok. vraiment. Après, il n'y a pas beaucoup, tu vois, de bêtes qui font peur. Il n'y a pas de serpents, il n'y a pas d'araignées. Non, Ah, ça c'est cool. globalement, Non, ça non, c'est ça va. cool. Parce que moi c'est ma phobie ça. Et donc, en dehors des coqs, est-ce qu'il y a autre chose que tu détestes? Il y a malheureusement, il y a beaucoup de chiens errants en Polynésie. Donc déjà, ça fait mal au cœur, tu vois. C'est des gens, en fait, qui abandonnent leurs chiens. Et en fait, ils peuvent te croquer, tu vois, ils aiment bien te croquer les mollets, par exemple, quand tu es en vélo ou en scooter. Ça peut être un peu Ah, plus chiant. Ouais. Ouais, c'est plus ce côté-là qui moi, parce il y a pourtant des associations hein, qui militent et qui essaient de trouver des solutions, mais il y a beaucoup d'animaux abandonnés. Donc ça, déjà, ouais, ça fait mal au cœur, en fait. C'est plus cette mentalité de se dire que bah, leur animal n'est qu'un animal de garde. Enfin, je fais une généralité là, mais ils sont pas tous, enfin, tous les Polynésiens ne réagissent pas comme ça, mais la plupart n'ont pas trop d'affect pour leurs animaux. c'est ça. Bah, on a Ouais. les mêmes problèmes ici. Mais des fois, je me dis aussi peut-être qu'entre eux, tu vois, bon, maintenant tu te retrouves avec des chiens abandonnés. Et si entre eux, en plus, ils font des chiots, donc ça se multiplie. Bien sûr, après, ça devient des meutes. Hein. Il y a Mm. des endroits où enfin, c'est régulier hein, qu'on voit des agressions. Enfin, des chiens agressent les humains. Et on voit souvent ça dans les journaux. Oh Ouais, il y a des waouh, agressions de meutes de chiens. Quoi. oh waouh, c'est fou. Et du coup, les déchets. Est-ce qu'ils prennent soin de leur île? Est-ce que c'est propre et ils gèrent bien leurs déchets ou pas trop? Ouais, je suis partagée. Je suis partagée parce que ils ont une grande. Ils appellent ça la terre mère, ça s'appelle ça le Fénois. Et ils ont un grand respect pour le Fénois, pour la protection de leur île. Et parallèlement, on retrouve des choses, des cadavres de bouteilles partout sur les îles, sur les plages, aux alentours. Donc il y a ce qu'on appelle des randos plugging. Je ne sais pas si ça se fait aussi en Guadeloupe. Et c'est des gens qui vont marcher tout le temps avec des sacs poubelles pour ramasser. Ah, Et génial. ouais, donc il y a ça se fait énormément en Polynésie. Mais, euh, mais tout le temps, ils ramassent des choses. Donc c'est que les gens. Après, il n'y a pas de poubelle, par exemple. Tu vois, au bord de plage, et tout, tu ne trouveras jamais de poubelle. Donc Ouais. forcément, bah, ça pose problème. Et quand on demande à la mairie, par exemple, bah, pourquoi il n'y a pas de poubelle, bah, parce qu'en fait, les gens les volent. Donc c'est quand même assez fou de se dire que les poubelles publiques sont volées. Donc, on va dire oui, il y a un certain respect, protection. Enfin, il y a des poubelles de tri et ça, mais il y a un manque de poubelles tout court. Et donc, il y a des alternatives qui vont se mettre en place, des assos plugging ou j'ai une amie justement qui veut monter une ONG là pour récupérer tous les déchets qu'il y a sur les îles parce qu'ils n'ont pas de possibilité. Par exemple, une machine à laver qui tombe en panne, bah, elle va forcément se retrouver en déchetterie extérieure. Enfin, et en fait, personne ne la récupère. Donc, en fait, tout ça, ça se propage dans la nature finalement. Ou alors, ils vont les jeter en mer Oh là parce qu'ils là. savent pas où les mettre. Bah oui. Et donc là, il y a un gros problème ouais, là-dessus sur le tri des déchets pour les îles parce ils peuvent déjà. Enfin, le seul moyen pour eux de rejoindre l'île principale, c'est de prendre un avion. Donc, tu peux emmener tes déchets avec toi. Donc, c'est compliqué en fait Mhm. le traitement de ces déchets-là. Ouais. Mais on a le même problème ici, c'est pour ça que je voulais aborder ce point. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi quelquefois d'aller voir des points de vue qui étaient incroyables. Et là, je baissais les yeux et je voyais des bouteilles en plastique, des choses comme ça. Donc maintenant, j'essaie tout le temps d'avoir un sac poubelle, soit dans mon sac, soit dans ma voiture, pour justement, parce que ça, je me dis ça prend 10 minutes, mais au moins aide un petit peu au nettoyage. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des cons partout. Et c'est quand même fou qu'il y en a qui sont encore dans cette mentalité à acheter des trucs, mais bon, c'est comme ça, on va pas rien pouvoir faire. Mais c'est vrai que j'espère que ça va changer parce que c'est tellement dommage de voir des îles tellement magnifiques et des déchets sur la même image en fait. C'est clair, non, mais bien sûr. Et donc du coup, une question aussi que je voulais te poser, c'est si on élimine le drapeau français et la langue française, est-ce que tu penses qu'on pourrait se sentir comme si on était dans un pays étranger? Ouais, complètement. Complètement parce que je trouve ce qui fait que tu as l'impression d'être dans un autre pays, c'est le dépaysement. Et là, tu es dépaysé totalement. Mhm. Dépaysé par les paysages, par la nourriture, par le fait qu'il y ait des roulottes partout, l'espèce de bordel général, tu vois. Il n'y a rien de...
Enfin, je sais pas. Oui, oui, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses très différentes de la France et de l'Europe, en fait. C'est très tropical. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette saison spéciale île française parce qu'on peut pas nous parler, on peut pas dire qu'on est des filles expatriées, mais en quelque sorte on l'est parce que tu te trouves super loin, les choses sont très différentes et au final si tu es en quelque sorte une expat parce que du coup tu vis les mêmes choses que quelqu'un qui irait dans un pays étranger en fait. Et d'autant plus qu'en Polynésie, c'est pas la même monnaie. C'est vrai que Donc, tu m'en as rien que parlé, oui. ça te... Enfin voilà, moi là-bas, je suis millionnaire hein, parce que 1 euro, c'est 119 francs pacifiques. Donc tout est... Tu te retrouves avec des pièces et des pièces et des pièces pour tout. Tu vois, ouais, donc... Est-ce que tu es en train de me dire que si je veux me sentir riche avec mon RSA, il faudrait que j'aille en Polynésie française? Exactement. Pour avoir quand tu sors de l'argent au distributeur. Mais après, la vie est chère. Hein. Oui. Je te cache pas. Mais c'est vrai que, C'est oui, pas 10 000 faux. euros tout de suite, c'est 1 million. Donc voilà, tu vois, tu te dis, on parle en millions, quoi. Ah, c'est fou. Ça va très vite. Quand tu vas acheter, une maison, c'est forcément 1 million ou 1 milliard. Donc c'est vrai que. D'accord. Et avant qu'on finisse avec ma petite série Petites questions de fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, un message que tu voudrais passer à quelqu'un qui voudrait justement aller en Polynésie française? Venez déjà. Venez visiter la Polynésie parce que ce serait dommage en tout cas de ne pas découvrir cette île qui fait partie qui fait partie finalement des TOM, mais qui est si différente de la France. Et après, pour s'expatrier, je dirais qu'il faut pas trop écouter les gens, parce que la plupart souvent le premier réflexe qu'on a quand on veut s'expatrier, c'est peut-être d'aller sur le groupe Facebook, de poser des questions, de demander si c'est difficile de trouver un travail. Je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. On est tous différents. Il y a toujours des gens aigris qui vont aller casser un peu le moral des gens. Donc moi, je déconseillerais ces groupes Facebook où on pose des questions parce que je vois passer des réponses. Des fois, je me dis, mais tout est possible. Tout est possible. Il faut venir sentir, il faut venir découvrir, il faut venir rencontrer. Voilà, chaque parcours est différent et la personne qui a vraiment envie de s'installer ici, qui a vraiment envie de se faire une place, elle se fera une place. Voilà. Donc, est-ce que tu dirais qu'il serait peut-être bien de faire comme toi t'as fait, en fait, y aller d'abord, même si tu savais pas que t'allais faire du repérage, mais en quelque sorte c'est ce que tu as fait, peut-être venir quelques semaines ou quelques mois, voir comment ça se passe et ensuite rentrer, régler ce qu'il y a à régler en métropole et puis ensuite... C'est une bonne option. Après, c'est sûr que ça a un coût de faire des allers-retours et puis c'est fatigant aussi. Et puis voilà, au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas cool non plus, mais bon, mais c'est une bonne alternative en effet pour être sûr, parce qu'une fois qu'on est au bout du monde, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire marche arrière. Il faut savoir que voilà, tout est compliqué. 12 heures de décalage horaire, c'est quand même avoir ses parents le matin, c'est le soir en France, vice versa. Donc voilà, on est quand même on est à l'opposé total en fait. Donc c'est sûr qu'il faut que ce soit un peu mûrement réfléchi quand même. Et je voulais rebondir par rapport à ce que tu m'as dit justement, de venir avant tester. Oui, parce qu'il y a des gens en fait qui finalement ne se plaisent pas du tout aussi. Hein. Ça passe ou ça casse en fait. C'est le ressenti que j'ai aussi avec les gens avec qui j'en discute. Ils me disent ah non mais en fait parce qu'il faut savoir que c'est quand même voilà, tu peux pas acheter des fringues par exemple. Quelqu'un qui est très shopping, mais il sera malheureux, par exemple. Quelqu'un qui a besoin d'aller dans des musées tout le temps, d'avoir une vie très citadine, avec des festivals, des théâtres, tout ça. C'est très rare là-bas. En fait, la vie est très tournée sur l'extérieur. On n'est pas trop sur l'intérieur, Donc, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est pas une vie citadine, du tout. Ouais. Donc, non, ça, c'est bien que tu le précises, parce que moi, je le ressens aussi ici. Il faut... moi, j'ai envie de dire qu'on a une vie plus simple, en fait. Ouais, c'est le mot. C'est plus simple. C'est ça. Pour finir, petite session prix. Est-ce que tu pourrais nous dire le prix de la baguette? C'est pas très cher. On est autour de 50 centimes. Ah. Bon, après, je te parle de la baguette que j'achète au Carrefour. Oui, voilà. Et puis, elle est pas... Parce que les boulangeries, il n'y en a quand même pas beaucoup en Polynésie. Hein. Ah, c'est bon à savoir. Le prix d'un pack d'eau? J'ai pas envie de te dire de bêtises, parce que je buvais l'eau du robinet. Donc, ok. Mais c'est pas excessif. C'est pas excessif. On est sur des tarifs... non, c'est pas excessif. Si ça t'a pas choqué, donc c'est que c'est bon. Le prix d'1 litre d'essence? C'est plus cher que la France. Autour de 1,20€, 1,16€, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que par hasard, tu saurais le prix d'1 litre de lait, par exemple?
Oui, bah oui, parce que je faisais des courses pour le lait. Alors, le lait de vache, il est à 1 € le litre. En revanche, le lait, moi je buvais du lait d'amande ou du lait de coco, c'est excessif. Le lait de soja, enfin tout ce qui est lait végétal, on est autour de 4,50 €, 5 €, 4,5 ou 5 € la brique. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc tu dis que chaque gorgée coûte assez cher, quoi. Voilà. Est-ce que je préfère la bière? Donc quel est le prix d'un pack de 6 bouteilles de bière? Alors, tu as 2 types de bières. Enfin, ils n'ont pas 2 types de bières, mais ils ont la bière locale. Ils ont une brasserie à Tahiti, et donc voilà, qui est d'ailleurs c'est assez dingue parce qu'elle est chère, alors qu'elle est en local. On va être sur... alors, si tu prends 6 bouteilles en verre, je ne te parle pas de la petite pack en alu. Donc, 6 bouteilles en verre, c'est 1500 francs, ça fait 12 €. En gros, 2 € ta bouteille de bière. Tu vois. C'est quand même... C'est pas donné. C'est pas donné, ouais. Et ça, c'est le bas prix, tu vois. Alors que si tu prends ils ont beaucoup de Corona ou Heineken, on va être facile sur du 15-18 € le pack de 6. Ouais. Waouh. Ouais, c'est bien un produit de luxe de boire de la bière. Ouais. Et je te parle pas du vin. Ouais, c'est Donc, ça. On va même pas aborder le champagne parce que là, je n'ose même pas imaginer. Ah bah, le champagne, t'es sur du 100 €. Enfin, c'est la bouteille, ouais. C'est excessif, ouais. Voilà. Est-ce qu'ils ont un alcool? Parce que par exemple, ici, on a des rhumeries, mais du coup, est-ce qu'ils ont quelque chose là-haut qui est fabriqué? Et ben, ils sont en train de développer des rhumeries, justement. Ah, cool. C'était pas tant exploité. Et en fait, ils sont en train de faire de l'excellent rhum. Oui, il y a des champs de sucre de canne là, qui poussent un peu partout. Et ils font du super rhum et ils ont vraiment la volonté vraiment d'étendre leur production. Et ils font du vin. Ils n'ont pas le droit d'appeler ça vin parce que c'est pas de la vigne, mais ils appellent ça du blanc d'ananas. Parce qu'ils exploitent beaucoup l'ananas en Polynésie. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en faire du vin en fait. Et c'est super bon. C'est super frais. C'est chouette. Ouais. Donc, c'est comme quoi le fait d'avoir été un peu coupé de l'importation, finalement, ça permet de créer de belles choses. Tu deviens très créatif. Super, et bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé la vie en Polynésie française. En tout cas, moi, tu m'as clairement donné envie d'aller y faire un tour. Donc, merci mille fois. En tout cas, la porte est ouverte, n'hésite pas. Super, et puis je te souhaite plein de réussite dans les différents, parce que je pense que tu vas en faire plus qu'un business que tu vas pouvoir ouvrir là-haut. Merci beaucoup, en tout cas c'est bien parti pour. Je suis très contente de mener ce projet, ouais. Super, merci beaucoup. Un grand merci à toi.